bien bonjour. Bonjour. Donc cette année c'est la 16e édition de la Japan Expo et une fois encore Good Smile Company est présent avec un stand qui retrace cette année les 500 Nendoroid. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est vrai qu'on voulait absolument montrer aux gens les 9 ans de création de Nendoroid, puisque effectivement je pense qu'il y a peu de séries de figurines avec 500 modèles différents. En réalité on a dépassé déjà les 500, on est plus au 530e numéro je pense, et avec les variantes et autres. Alors c'est amusant parce que les gens nous demandent, ils viennent, ils disent voilà je voudrais la 255 s'il vous plaît, ou la 300 s'il vous plaît, donc voilà. C'était pour marquer le coup, en attendant de pouvoir vraiment vous montrer les 500 réellement, peut-être une autre fois sans doute. L'autre raison pour laquelle on a fait ce mur, c'est que la 500e Nendoroid est assez marquante. C'est la première figurine qui est entièrement faite au Japon. Elle a été réalisée au Japon par des sculpteurs et elle a été produite après en grande quantité dans l'usine japonaise qui est à Tottori. Et donc c'est la première fois qu'on a une figurine 100% made in Japan, avec une finition qui est vraiment absolument magnifique. Ils ont même pris un washi, une sorte de papier japonais pour l'emballage. Donc c'est vraiment marqué le coup de dire voilà, ça fait 9 ans qu'on travaille et maintenant on est capable de faire ces figurines entièrement au Japon avec une qualité irréprochable, quoi. Alors, du coup, est-ce qu'il y aura d'autres éditions de figurines fabriquées au Japon en série limitée ou alors en série régulière ? Alors pour l'instant, la prochaine fabriquée au Japon sera les Figma Horse, les chevaux, pardon. Donc on a les 2 chevaux qui vont sortir. Il me semble que ça a été légèrement décalé parce que la prod, comme l'usine vient de se lancer, il faut que ça se rode. Mais donc voilà, les Figma Horse, c'est les 2 prochaines en fait qu'on va faire sortir au Japon. Et je pense qu'il y a normalement, si tout marche bien, plusieurs figurines vont venir de l'usine. Alors vous êtes fabricant, hein, vous fabriquez les Nendoroid, mais vous êtes aussi distributeur de nombreuses marques, Max Factory, Faring, Pingu Parade, enfin ils sont tous de Gift, c'est assez énorme. On a l'impression de l'extérieur que finalement Good Smile Company rassemble tout ça et que vous travaillez tous ensemble sur les licences. On voit souvent une licence Max Factory où il y a un moment qui ça sort en même temps une Endo, une Figma, pareil chez Faring, vous sortez une Scale et puis en même temps une Endo. Comment ça se passe au Japon, tout ça ? C'est de la rivalité, on va dire, bon enfant. Donc effectivement, le groupe, la plupart des fabricants du groupe sont tous amis entre eux, hein, donc ils se connaissent bien, notamment donc, Aki et Max, qui sont les 2 fondateurs, on va dire, de ce groupuscule. Mais ça reste aussi des échanges de technologies. Effectivement, de la mise à disposition de licences, du coup c'est beaucoup plus simple parce que Good Smile peut récupérer par exemple les droits sur du Miku et après le redispatcher sur les différentes entités du groupe, sur les différents fabricants on va dire, et en même temps pouvoir respecter une certaine qualité et augmenter la qualité de chacun en les mettant en compétition. C'est aussi énormément l'ambiance dans la société, c'est vraiment de la compétition, quoi, pure et dure. Voilà. D'accord, alors en gros, si je résume bien, il y a un projet qui arrive pour une Miku ou pour une autre licence, Attaque des Titans, vous avez ce projet-là, chacun fait son design dans son coin, histoire de sortir le meilleur produit, c'est bien ça ? Alors ça peut arriver fréquemment, oui, effectivement. Alors ça peut être ça, la première, à la base en fait de la compétition c'était, voilà, on va lancer la Figma Attaque des Titans de Levi, nous on va faire, Good Smile va dire, nous on va faire la Nendoroid de Levi, on va voir laquelle va vendre le plus. Voilà. Au début c'était ça, c'était plutôt ce genre de concept. Maintenant effectivement il y a d'autres éditeurs qui sont greffés à nous, donc là ça devient de la compétition un peu plus ardue encore une fois. On distribue aussi maintenant Kaiyodo. Kaiyodo étant avec ses Revoltech le concurrent direct des Figma, donc là aussi ça augmente vraiment on va dire l'excitation est à son comble dans l'équipe de développement, hein. Donc ça a fait une bonne, on a vraiment un bon travail, ça booste un peu les équipes, c'est très très bien quoi. Ouais, c'est stimulant. Voilà, c'est vrai, c'est exactement ce que je voulais. J'avais pas trouvé le mot, c'est tout à fait stimulant et du coup ça augmente aussi la qualité. Alors c'est ça qui est très important. C'est pour ne pas stagner, on est obligé de mettre les gens en compétition pour que la prochaine figurine soit mieux que la précédente. Et si Fring fait une version de Miku qui est mieux que Good Smile, là
Après on dit alors qu'est-ce qui se passe Goodsmile, vous êtes relâché, etc. Et donc du coup ils sont obligés de remettre un petit coup pour faire quelque chose de mieux, vous voyez. Et toujours en essayant de respecter cet ordre de prix, donc c'est tout ça la limite, c'est quand même le prix. Et on essaye parce qu'effectivement si on avait nos limites en prix, là on pourrait faire ce qu'on veut, mais voilà. Donc ça c'est bien aussi. Et donc il y a des petites équipes qui sont vraiment très talentueuses et qui recherchent aussi une sorte de cocoon qui permettent de travailler sereinement. Et Goodsmile essaie de leur apporter ça, c'est-à-dire qu'au niveau de la distribution, au niveau de l'usine, il y a déjà un travail qui est fait. Et donc eux, ils peuvent se concentrer sur la production même de la figurine et après essayer de la produire en grande quantité. Ça c'est aussi le boulot de Goodsmile et de son réseau de distribution. Voilà. Alors du coup, je vais rebondir sur le fait qu'il y a Revolotech qui rentre dans Goodsmile Company, on va dire ça comme ça, enfin qui est partenaire, un partenariat. Nouvelle licence, on a vu des nouvelles licences arriver chez vous là depuis quelques années. On a vu du DC Comics avec la Nendo Batman. Il y a Disney qui est arrivé, mon Dieu Disney, avec la Reine des Neiges. Donc voilà, il se passe plein de choses, des nouveautés. Il y a eu du Spider-Man, si je ne dis pas de bêtises. Alors, ma grande question c'est qu'est-ce que nous réserve l'avenir chez Goodsmile ? Qu'est-ce qu'on va avoir un petit peu comme... Est-ce que ça ouvre des nouvelles portes ? Est-ce qu'on va avoir droit à des choses, à d'autres super-héros ? Est-ce qu'on va avoir droit à d'autres personnages Disney ? Est-ce que c'est des choses qui sont en préparation ou alors c'est un peu plus en retrait, vous restez sur des licences plus comme on avait l'habitude de voir finalement, jeux vidéo, animés, très Japon finalement. Vas-y. Il y a Star Wars qui arrive, puisqu'il y a les Nendoroids de Dark Vador et de Stormtrooper. Et là il y a une nouvelle Iron Man aussi qui est en production. Donc non, je pense que ça commence à se diversifier. En fait, le Goodsmile Company, en règle générale, était refermé sur le marché japonais, qui représente toujours encore 80% de ses ventes au total. Mais ils essayent maintenant ils se préoccupent beaucoup plus des territoires européens et américains. Et donc pour ça, comme on sait qu'il y a énormément d'animés qui sont vraiment très particuliers, qui restent vraiment quelque chose qui marche au Japon et pas forcément, ou en Asie, mais pas forcément dans les pays européens ou américains. Donc forcément on essaie de chercher qu'est-ce qui pourrait faire plaisir aux gens pour essayer de faire mieux connaître les Nendoroid ou les Figma ou les Scale ou notre savoir-faire. Et donc ils tentent de plus en plus de travailler sur des licences qui sont plus américains, plus européens. On espère qu'on fera quelque chose de plus européen par la suite. Là on reste surtout sur des licences américaines avec du Disney, du Marvel, du DC. On voudrait bien essayer de commencer à travailler sur des petites choses, sur des créateurs européens. Voilà. Mais effectivement, cette sorte d'élargissement des licences est tout à fait dans la mouvance actuelle de chez Goodsmile, tout en bien sûr en continuant à faire du jeu vidéo, enfin de l'animé et du jeu vidéo. Déjà, le jeu vidéo, c'est une nouveauté chez nous, à la base. Et maintenant, on essaie quand même de trouver des licences un peu plus sympas, des nouveaux challenges, parce que c'est tout un nouveau marché pour nous et les gens qui aiment bien nos produits, on estime que peut-être que des gens qui aiment d'autres licences seront plus à même d'apprécier nos produits aussi. Voilà. Alors, on a parlé jeux vidéo, je vais rebondir dessus une nouvelle fois. Rio Game, la Nendo Harry, qui a été distribuée mondialement uniquement sur le championnat du monde League of Legends, qui a été... beaucoup de fans ont pleuré de ne pas pouvoir la trouver, elle s'envole... un truc de fou sur les sites d'enchères. Est-ce qu'on a une chance, infime soit-elle, d'un jour de voir cette Nendoroid là ou de voir une seconde Nendoroid issue de League of Legends ? Alors non, je pense que League of Legends ça n'a pas été forcément une expérience très enrichissante, donc je vais pas dire que c'est mort, je pense qu'il va falloir regarder autre chose. Je pense qu'on vous réserve une grosse surprise pour très bientôt. Alors, je ne veux pas dire, mais soyez au taquet parce qu'en termes de jeux vidéo, on n'a pas lâché l'affaire, mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Je pense qu'au Wonderfest, il va y avoir de l'annonce du lourd. Au Wonderfest, je pense qu'il y aura quelque chose à dire là-dessus. Mais c'est vrai que League of Legends, ça reste vraiment quelque chose qui nous embête au plus haut point. Parce que nous aussi, on la voudrait. On était là, on espérait pouvoir la voir. Toute l'équipe était là à attendre le go, on va dire. Et puis finalement, il semblerait que l'éditeur ait réussi à vraiment vendre toute la quantité qu'il avait. Et donc voilà. Mais bon, on espère pouvoir vous annoncer quelque chose de plus sympa par la suite. C'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Alors, il y a aussi des licences,
on appelle nous un petit peu du rétro vintage, c'est-à-dire des licences, des dessins animés qu'on a connus dans les années 80. Quand on était jeunes chez Toys Mag, parce qu'on est, on est des vieux, voilà. Mais on aime aussi la nouveauté, c'est ce qui est important. Mais il y a eu plein de choses, aussi bien chez Good Smile que chez Figma. On a vu du Cobra Space Pirate qui a été là, qui a été surtout chez Figma. On a vu là dernièrement le prototype de Sherlock Holmes, voilà, qu'on espérait voir aujourd'hui, mais qui sont sur un autre festival. Mais est-ce qu'on a des chances aussi de voir des anciennes licences? Est-ce qu'il va y avoir un retour là-dessus? Ça marche bien au niveau des collectionneurs? C'est des choses qui plaisent? Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots? On aimerait bien, ouais. On pousse. On pousse, faut attendre un peu. D'accord. Comment ça se passe justement on en avait parlé il y a 2 ans, je crois, Maritane, du projet de Cobra. On avait parlé sur Cobra. Comment ça naît un projet comme ça au sein de... là, c'était le cadre de Max Factory. Comment ça se passe? Alors pour ce qui est de Cobra, en fait pour n'importe quelle licence, en fait c'est généralement l'équipe de développement qui donc fait des recherches sur plein de choses et se dit moi j'adore Cobra, et donc a fortiori le responsable du développement est un gros fan de Cobra, et il a fait quelques petites recherches en disant voilà, moi je voudrais absolument la sortir. Il a convaincu Max, le patron et l'équipe, le directoire du bien fondé de son idée. Et même si on n'était pas sûr que ça vendrait, bon, ils ont dit ok, parce que Cobra c'est marrant. Et généralement un projet, ça naît de la motivation de l'équipe en fait. C'est pour ça que vous avez effectivement du pur et dur, des gros buzzbusters au Japon, mais vous avez aussi ce genre de produit un peu en retrait, parce que qui est né plus de la passion de l'équipe de développement, de la section de développement. Et je dirais qu'il y aura à peu près 20 à 30% de produits qui sont vraiment nés juste de la passion en fait, surtout chez Max. Ouais. En fait, chez Max Factory, il y avait Nitoei qui était venu il y a 2 ans, je crois, qui expliquait que chez Max Factory, il y a beaucoup de licences qui sortent par passion, c'est-à-dire que le sculpteur a quelque chose, il peut démarcher chez Max et il peut aller faire sa démarche pour avoir la licence et la figurine. Chez Good Smile, on marche plus sur commande, donc il y a beaucoup d'OEM en fait. C'est pour ça que vous avez assez de différence entre le produit qui va sortir Max Factory et celui de Good Smile. Good Smile, on est souvent sur des illustrations de jaquettes, des illustrations de DVD. La pose est prise sur une illustration de DVD parce que c'est une requête en fait. Chez Max, vous allez avoir des figurines qui ont des poses qui sont beaucoup plus extravagantes, qui sortent un peu plus de l'ordinaire, parce qu'ils vont avoir cette liberté de réalisation qui est un petit peu supérieure à la nôtre entre guillemets. Donc ça, je crois qu'il avait dit chez Good Smile c'est 80% d'OM et 20% de liberté. Chez Max c'est l'inverse, c'est quelque chose comme ça quoi. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez des penseurs, le penseur de Rodin ou des Venise de Milo qui tombent comme ça, on ne sait pas, ou alors le cheval tout simplement. Ça c'est vraiment des délires, on se demande d'où ça sort, et je pense que ça sort dans les soirées un peu arrosées où ils se disent allez on va la faire et bam quoi. Et c'est ça qu'on aime beaucoup chez Max, c'est cette liberté qui est contrebalance avec la rigidité entre guillemets de Good Smile Company, qui est beaucoup plus effectivement sur la demande d'ayant droit qui voudrait qu'on sorte du Madoka, du Miku bien entendu, ou voilà, des gros blockbusters. Donc voilà, c'est 2 façons de penser, mais qui se complètent finalement. En termes de production, on a vu généralement il y a les précommandes. Voilà, on voit un prototype, vous annoncez les précommandes, après il y a la production, c'est ça, et la vente. Et du coup on se retrouve avec des produits qui c'est très dur à trouver finalement quand on loupe les précos, ou enfin dur à trouver, ça dépend lesquels. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus comment ça se passe? Alors, généralement, on a une contrainte au Japon, c'est qu'on n'a pas de place. En Asie, globalement, donc même autour des usines chinoises. Donc, le fait, il y a très très longtemps, on travaillait à le fabricant produit X quantité, et après, chaque distributeur essaie de vendre. Donc, tout le monde prenait des risques, etc. Et donc, à un moment donné, ça sature, parce que les fabricants fabriquaient des choses que les gens ne voulaient pas forcément. Donc c'était un peu aussi du gâchis. Donc est né ce système de précommande il y a une dizaine d'années au Japon. C'est-à-dire que le fabricant propose un produit et les gens disent voilà on en voudrait ou pas. Et à partir de là on lance la production à partir des commandes de nos distributeurs et donc de l'acheteur final. Donc c'est vraiment, ça permet d'optimiser et de sortir les produits que les gens veulent, donc de ne pas avoir de gâchis et de pouvoir donc du coup de sortir beaucoup de produits les uns à la suite des autres.
bien entendu, il y a quand même bien des défauts, c'est-à-dire que quand vous êtes un collectionneur et qu'à la fin vous voulez collectionner tout, bah là vous n'arrivez plus à suivre, quoi. Mais normalement, normalement chacun achète ce qu'il veut en fait vraiment. Et dans l'idéal c'est ça. Maintenant on comprend très bien, hein, on est collectionneur, enfin on comprend très bien le problème. Là c'est vraiment c'est un problème, mais effectivement normalement c'est censé faire plaisir au maximum de gens. Et après on passe à autre chose, C'est vraiment un système de production qui est très asiatique, très japonais, qui n'est pas très bien compris en Europe ou aux États-Unis, où là c'est généralement on voit le produit et après on a envie de l'acheter. Et donc on a nous ce problème actuellement, c'est-à-dire que beaucoup de gens veulent un produit une fois qu'il est sorti et ils disent ah, on la veut, et puis là nous on n'est plus vraiment capable de leur fournir. Mais là au Japon aussi, ils commencent à comprendre ce système-là, le système américain et européen. Et le fait d'avoir développé le marché américain, ça nous permet de relancer des productions. Donc nous, en Europe, on en profite parce qu'on est à 2 continents qui se disent bah tiens, nous finalement, on a loupé la ligne, on la voudrait, hop, on la refait. Donc de plus en plus maintenant, on peut relancer des produits. Donc il faut absolument que les fans nous disent, plus on a de fans qui nous disent sur notre Facebook, on veut celle-ci, et nous, on va relayer l'information. Et le Japon va dire bah, ok, on l'a fait. Ça viendra jamais, ils ne voudront jamais faire de reproduction si nous on leur dit. Il faut toujours que ça soit le fan. C'est un système très japonais, c'est toujours le customer support. Il faut que ça passe par il faut que ça soit la voix du client final. C'est pas la voix des managers de chaque continent qui décide de si oui ou non on voudrait faire quelque chose. C'est vraiment le client final qui décide en fait. D'où en fait le questionnaire que vous avez mis en place, c'est ça? Ouais, c'est ça. Entre autres, voilà. Donc on essaie assez régulièrement en fait de demander aux gens qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous plairait. Ça nous permet d'avoir des statistiques, de dire voilà, et d'envoyer ensuite à Goodsmile, voilà, la demande des fans, c'est ça. Et alors je voulais rebondir sur l'histoire des précos. En fait, un marché qui existe au Japon, qui n'existe pas encore en Europe et aux US, c'est le marché de l'occasion. Le marché de l'occasion, en fait, c'est la façon du Japon de déjà gagner de la place parce qu'ils revendent au fur et à mesure. Mais pour les gens qui n'ont pas les figurines, ça leur permet d'acquérir les figurines qu'ils ont loupées en fait. Donc c'est vrai que quand vous allez à Akihabara ou dans d'autres endroits, vous retrouvez ces vieilles figurines que vous avez peut-être loupées. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de turnover en fait. Les gens achètent les nouvelles, revendent les anciennes. Les gens qui voulaient les anciennes ont la capacité de les acquérir. Et donc c'est vrai que ce marché de l'occasion en France n'existe pas encore parce qu'on est peut-être pas aussi précautionneux avec nos objets. Donc au Japon, quand vous achetez de l'occasion, elle est en parfait état, vous savez ce que vous avez. En France, parfois la boîte est abîmée et tout ça. Donc c'est vrai que c'est un marché qui est peut-être difficile de remettre en place, mais qui manque à ce niveau-là et qui vient compléter les précommandes. Parce que ça permet justement de remettre en circulation les anciens produits. Donc le marché de l'occasion, c'est quelque chose en plus qui complète le marché de la précommande au Japon, je pense. Donc voilà, c'est mon point de vue en fait. Moi je pense que on dit souvent oui, il manque quelque chose, on ne peut pas la trouver. Donc j'en vois souvent des gens sur des sites d'occasion parce que c'est là où ils vont la trouver, quoi. Donc voilà. Donc nouveau système de distribution pour l'Europe. Vous avez passé un partenariat avec un distributeur européen pour pouvoir mettre en place des précos, simplifier un petit peu les choses, éviter des problèmes qui peuvent être dus aux envois avec des frais d'envoi très excessifs, les douanes, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je vais commencer. En fait, moi j'essayais au début d'encourager les gens de précommander. Donc ça c'était la première chose, changer les mentalités, dire voilà, il faut précommander. On disait voilà, vous pouvez précommander maintenant sur le Goodsmile Online Shop. Donc ça a été ma première poussée de com entre guillemets. Et le souci c'est que après j'ai eu beaucoup de retours du genre Chronopost m'a facturé 21 € de frais de dossier, plus la douane, Et donc une figurine Nendo en général qui revient entre 30 et 40 € quand vous l'achetez au Japon, vous arrivez ici, elle est à 60-80 € parfois, quoi. Donc il y a eu énormément de personnes en colère. Et donc on s'est dit, il faut changer ça. Et pour changer ça, déjà les frais de dossier, il ne faut pas que ce soit le consommateur qui les paye. Les 21 € de frais de douane, c'est ridicule, quoi. Donc on va essayer d'ouvrir une structure en Europe et d'envoyer depuis la France. Parce que c'est plus simple pour nous. On paye les frais de dossier de la douane parce que nous, sur un énorme envoi, 21 €, c'est que dalle. Et les gens comme ça peuvent payer des frais de transport moindres, ils payent que 7 € sur Abis Direct. Et en plus, ils n'ont pas ce risque de frais de dossier. Donc on baisse les coûts au maximum et on évite à ce niveau-là
cette inquiétude de se dire est-ce que je vais avoir mon petit bordereau ou est-ce que... Voilà, parce que ça donnait une angoisse au bout d'un moment de se dire mon Dieu, je commande chez Good Smile mais je vais encore me taper une douane de fou. Donc c'est vrai qu'on a essayé d'améliorer un petit peu ce rapport du consommateur avec les précommandes, de redonner un petit peu confiance et surtout de ne pas avoir cette interrogation est-ce que je vais devoir payer plus ou pas, parce que les figurines sont déjà assez chères comme ça. Si en plus vous payez quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, c'est extrêmement contraignant. Oui, en fait, bon. Et c'est vrai que nos fans trouvent un moyen comme un autre, bien entendu, avec différentes solutions pour arriver à récupérer les figurines. Et donc, ça nous aide beaucoup. Donc, on va pas en parler ni dire que c'est tout à fait logique. C'est tout à fait normal pour nous. Mais maintenant, c'est vrai qu'on avait aussi des demandes de personnes qui nous voyaient pour la première fois, qui achetaient sur nos stands et qui voudraient savoir où acheter nos produits. Et donc pour cela, on n'avait jamais une réponse très claire. À chaque fois, on leur disait on a un site internet, effectivement, mais vous allez peut-être payer des droits de douane, etc. Donc c'est compliqué pour eux. Des fois, c'est des mères de famille avec leurs enfants. Donc on voulait absolument trouver une parade à ça et au moins leur permettre d'acheter un produit par des voies normales, c'est-à-dire une façon comme n'importe quel éditeur basé en Europe qui propose ce genre de service. Donc Abyss Direct, on a réussi à convaincre Abyss de faire des efforts là-dessus, en même temps de serrer les prix pour que on puisse respecter un peu les prix japonais en Europe, malgré il y a la différence de TVA bien entendu qui joue, et puis après les transports et autres, la fluctuation du yen qui fait qu'ils sont quand même un peu obligés d'ajuster à ce niveau-là, comme nous au niveau des salons. Mais au moins on n'est pas à 2 fois plus cher, le service est assez propre. Maintenant, c'est vrai que le temps qui se lance, il y a des défauts qui vont corriger parce que c'est pas leur travail de faire du B2C. Eux, leur travail, c'est de travailler avec des magasins, avec des distributeurs, des sous-distributeurs, etc. Donc là, ils travaillent directement avec le particulier, donc ils doivent s'adapter, essayer de trouver des solutions. Et en plus de ça, effectivement, sur Abyss Direct, c'est essentiellement nos produits. Donc les fans, eux, qui ont tendance à vouloir acheter tout entre nos concurrents et nous, ils vont peut-être pas forcément l'utiliser, mais pour nous, c'est une solution aussi pour le particulier qui ne connaît pas trop. Et on voudrait de plus en plus que Abyss Direct propose d'autres types de produits aussi, pour que les gens puissent aussi avoir une alternative française, européenne, à l'achat de figurines. Voilà. En attendant mieux. Voilà. Mais c'est déjà pas mal, c'est déjà un grand pas, quoi. Merci. Alors on va parler d'un votre nouveau projet que vous avez annoncé il y a quelques jours, si je ne suis pas au début du mois de juin, Orange Rouge. Mais qu'est-ce que c'est? Des figurines pour garçons. Mais il y avait des figurines pour garçons avant en Endo, en Max Factory. Enfin, on trouvait des représentations masculines des héros. Alors c'est quoi un peu ce concept? Expliquez-nous. Orange et rouge, avec la prononciation qui m'a bien fait marrer. Le but, c'est de regrouper dans une gamme commune à Good Smile et à Max Factory les personnages d'animés masculins en fait. On va faire du Haikyuu, on fait du Token Rambu, donc il y aura d'autres licences qui vont s'ajouter, mais ça va être un petit peu un point de repère pour les gens de savoir que Orange Rouge déjà c'est de la qualité, c'est Good Smile Max Factory, et en plus ce sera en fait avant il n'y avait pas de personnages masculins qui sortent en figurine, c'était beaucoup de féminins parce que la fanbase était très masculine, et maintenant ils se sont rendus compte que la fanbase féminine est en train d'augmenter. Il faut une marque qui soit un peu plus classieuse pour les jeunes femmes et tout, mais elle s'oriente aussi pour les hommes. Et comme le français, ça a une petite marque en plus au Japon, ils se sont dit allez, on va partir sur du français. Good Smile c'est orange, Max Factory c'est rouge, on va combiner ça et Orange Rouge est arrivé. Donc c'est assez intéressant, on va voir ce que ça va donner. Je pense que le Monde Fest va s'orienter un peu autour de ça aussi. On va essayer d'en parler si c'est possible. C'est tout frais pour l'instant, donc moi j'ai posé les questions vite fait en arrivant là-bas, qu'est-ce que c'est que ça Alors mais ce n'est pas une marque pour les filles, ça c'est quand même très important à dire, parce que moi aussi je suis allé là-bas, je me suis dit alors c'est encore pas un truc pour nana, en fait non du tout, c'est vraiment une marque qui va regrouper des personnages masculins, mais voilà, donc ça peut être vraiment aussi pour les mecs. Bien entendu, il y a quand même des... Oui, non, mais il y a Haikyuu, c'est complètement pour les hommes. Et je pense que le but, c'est plus de dire, nous aussi, maintenant, on va se mettre à faire des personnages masculins. Parce que les héros d'anime, la plupart du temps, ce sont des hommes, en fait. Et on se rend compte que tous les personnages développés, ce sont les femmes qui gravitent autour.
Mais il y a aussi une demande pour ces personnages masculins. Tout le monde voudrait peut-être avoir Shiro ou Gilgamesh ou Lancer. Enfin là, je parle de Fate parce que c'est ce que j'ai en tête en ce moment, tu vois. Mais donc, il fallait se démarquer un peu et je pense que d'autres fabricants l'ont déjà fait. Je ne vais pas citer de nom, mais d'autres fabricants ont déjà leur gamme spécialisée pour les figurines masculines. Donc Good Smile arrive et lance la sienne. Voilà, surtout qu'avec Token Rambo, il y a une grosse vague de figurines masculines qui arrive. C'est un peu ça qui d'ailleurs donne cette image féminine à la marque. Hein. Mais en fait non, ça va être vraiment des personnages masculins d'autres séries aussi, quoi. Alors du coup, je vais poser une question peut-être à l'écran. Alors, je vais prendre par exemple l'attaque des Titans, Mikasa Ackerman, Eren. Il y en a une qui serait signée orange-rouge et l'autre qui... Comment ça se passe en fait du coup, le dispatch quand il y a des gammes avec des personnages masculins, féminins? Tu sais, en fait, il y aura, à mon avis, je sais pas, on verra, mais je pense qu'il y aura le logo Max Factory et à côté il y aura peut-être l'orange-rouge à coller. D'accord. À mon avis, ils vont accoler les deux au début. Après, je suis pas sûre à 100%, mais effectivement, là, il y a les Nendoroid, celle de Dramatical Murder, la nouvelle qui va sortir, il y en a déjà 2 sous Good Smile. Ouais, excuse-moi. J'ai la gamme qui m'intéresse. Hein. Donc, à mon avis, ça va être je pense pas qu'ils vont faire le packaging, on verra. Mais s'ils restent sur le packaging Nendo, ça va être Nendo, Good Smile et Orange Rouge quelque part. Après... On est un peu dans le flou nous aussi en fait, hein, donc... Ils vont en parler au One Fest. Voilà, c'est ça. Au One Fest, il y a une grosse section sur Orange. Donc grosse annonce au One Fest cette année, ça va envoyer du lourd sur des licences. On a cru comprendre, ça va être très chaud. Et là, Orange Rouge aussi, quoi. Donc grosse annonce pour Good Smile Company et tous ses partenaires. Voilà, nous on va être briefé un peu avant et on saura exactement, on aura plus d'informations à vous communiquer durant le live qu'on fera nous aussi, hein, du coup, voilà, en français. Voilà, on vous donne rendez-vous pour le live le 26 juillet, le dimanche je crois que c'est le 26. On sera là. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon salon. Bah, vous aussi, hein.